préciser le cadre de cette rencontre, c'est vrai que lorsque la directrice du CECAS, avec qui j'ai l'habitude de travailler, puisque le service de prévention de Bastia et le CECAS de Baïf ont une histoire commune sur les problématiques sur lesquelles on a toujours œuvré sur la dernière décennie. Et c'est vrai que c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté justement de déconstruire cette notion de femme potomitan pour montrer qu'en fait, il nous faut recouvrir notre histoire, il nous faut revoir les choses telles qu'elles se sont déroulées dans le temps et surtout déconstruire un certain nombre d'idées reçues qu'on a sur les femmes et sur leur noblesse. Et c'est vrai qu'on a vu ce soir qu'en mettant des exemples sur des choses que les gens maîtrisaient, eh bien oui, le débat était riche parce qu'on a cette histoire en nous, mais sauf que depuis quelques années, je n'ai toujours pas su pourquoi on a tué cette histoire. Et donc, on a gardé la femme potomitan, mais on a gardé ces mères courageuses, on a enlevé à côté tout ce qu'elles ont dû faire pour pouvoir élever leurs enfants, tous les sacrifices, mais aussi tous les moments sombres de cette existence, parce qu'on estimait qu'il fallait garder que la partie gentille, la partie belle, comme un conte de fées, et que, bon voilà, on mettait tout ça dans la femme potomitan. Mais on voit bien que lorsqu'on explique aux gens que déjà un potomitan c'est un temple, un peu c'est un temple vaudou. La deuxième chose, on a parlé de la matrifocalité qui est encensée chez nous, mais qui n'est pas une réalité puisque on est une communauté parmi tant d'autres communautés et que la Guadeloupe ne se résume pas qu'à l'histoire des afrodescendants. Donc de mettre ça en perspective et de montrer que c'est dans notre communauté qu'il y a cette difficulté de discussion, de relations, d'échanges, de rencontres entre hommes et femmes. Dans les autres communautés, c'est autre chose. Et à partir du moment où on est revenu sur ça, c'est vrai que lorsque la dame donne l'exemple de principe de respectabilité, pour un parent, c'est de marier sa fille, même si cette fille-là vit avec un homme qui la trompe allègrement, mais aussi c'est de montrer que dans notre société, il y a un double discours, puisqu'on continue jusqu'à aujourd'hui à éduquer les hommes dans une forme d'irresponsabilité, à les infantiliser, alors qu'en fait, depuis quelques années, ils ont décidé de prendre le pari, de recouvrer leur vraie place. Et la question essentielle pour nous, c'est de savoir qu'est-ce que hommes et femmes sont prêts à céder pour que justement, il y ait une meilleure vie, pour que tout le monde soit heureux, pour que les gamins puissent se retrouver. Puisque le principe de fonder famille, c'est de pouvoir faire grandir ses enfants, les étayer. Et c'est ce qu'on demande à un parent. Un parent, c'est soigner, c'est-à-dire nourrir, c'est proposer un environnement psychique stable, c'est-à-dire ne pas se battre, ne pas s'injurier, c'est de communiquer. Et troisième chose, c'est inscrire dans un projet. Et on se rend compte que dans la modernité, si nos mères et nos grands-mères ont su nous inscrire mal an, bien an, dans un projet de vie, nous avons une difficulté, malgré tous les outils que nous avons, de pouvoir faire cela. Oui, mais ça, c'est nos sociétés créoles. Parce que souvent, parce qu'on est inscrit dans le droit commun depuis des années, les gens font semblant de ne pas maîtriser cela. Mais il est vrai que dans toutes les dynamiques familiales, quelles qu'elles soient, le père est toujours le dernier informé. Tout le monde est au courant. Et j'ai pris l'exemple des naissances, où la mère, la grand-mère, toute la fratrie est au courant. Et c'est au dernier moment qu'on va dire oui, mais alors soit c'est la mère qui va se lancer, ou soit on va demander à la fille, lorsqu'elle ne peut plus reculer et que ça va se voir, d'annoncer. Alors c'est vrai que l'homme est toujours considéré comme la cinquième roue du carrosse dans notre dynamique, mais en même temps, on veut effectivement qu'il prenne sa place. Mais on a décidé de manière arbitraire, dans l'organisation familiale, mais en fait, qui n'est pas de place. Alors, bien entendu, il y a le discours ambiant qui veut qu'il faut que les hommes se battent pour pouvoir recouvrer leur place. Je suis désolé, lorsqu'une chose est évidente et qu'elle existe, c'est du bon sens. On n'a pas à se battre pour quelque chose qui est. Sinon, je prenais l'exemple en liminaire de mon propos en disant que on assisterait à de la procréation artificielle. Si on n'a pas besoin d'hommes, on n'a pas besoin de ce temps non plus de procréation. Donc on va à la banque du sperme, on fait un enfant. Lorsqu'il commence à dévier à 14-15 ans, on ne peut plus trouver de faire valoir, puisque là, depuis quelque temps, c'est ça le discours de la société, de dire effectivement que c'est du fait que les hommes n'aient pas à assumer leur rôle, que les enfants sont dans la rue. Je suis désolé, lorsqu'une femme décide de faire un enfant sans le consentement de son conjoint, faut qu'elle aille jusqu'au bout de cette logique. Lorsqu'on décide effectivement de se séparer du père de son enfant, pour X ou Y, Z raison, et qu'on ne veuille pas jouer le jeu des droits de visite,
lorsque l'enfant commence justement à réclamer cette autre partie, puisque il a besoin de ces deux parties et qu'il commence à dévier, il ne faut pas qu'on pointe du doigt sur l'homme. Alors c'est vrai que notre société a créé une vision victimiste des femmes et cette société-là l'a construite pendant des années. Aujourd'hui, on se rend bien compte que maintenant, dans tous les espaces, les jeunes hommes, les jeunes pères, effectivement, revendiquent leurs droits, quitte à aller en justice. Et ce qui effectivement dérange cette société qui avait déjà construit une image de l'homme qui est un irresponsable chronique, et aujourd'hui, ça pose un problème, puisque l'arbre ne cachant plus la forêt, on se rend bien compte que c'est la question des enjeux qui se posent pour les femmes. Elles ont occupé le terrain envers et contre tous dans le discours, mais aussi dans les faits. Aujourd'hui, la roue est en train de tourner et elles ont du mal à accepter cela. Et c'est pour ça que justement, on essaie, nous, de se dire et de faire comprendre qu'on n'est pas dans la rivalité. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait une complémentarité entre les deux si l'on veut créer le vouloir vivre ensemble. Et c'est tout l'objectif, puisque l'acteur du travail social que je suis se rend bien compte qu'au quotidien, toutes les situations qu'on a avec les jeunes, ce sont des situations qui sont liées à des situations de famille. Et donc, en fait, il faut vraiment qu'on revienne à l'essence des choses et que ce n'est pas à nous, professionnels de terrain, de jouer les correctifs, mais c'est aux familles, effectivement, de s'assumer dans leur projet de vie et de revenir à ce fameux adage qu'on avait, Jean encore avait Jean moins, nous d'accord, donc nous avons un bout de chemin ensemble. Dès l'instant où nous parlons de famille, nous parlons de femmes, nous parlons d'hommes, puisque c'est la femme et l'homme qui font de la famille avec les enfants. Sans enfants, il n'y a pas de famille. Sans hommes, sans femmes, il n'y a pas de famille. Nous parlons de potomitan. Je dirais, c'est vrai que dans le passé, nos mères, grand-mères, aïeules, elles ont été potomitans parce que souvent les hommes étaient partis ailleurs, ils œuvraient à d'autres choses. Et puis notre histoire aussi, où les femmes et hommes étaient séparés, font que les femmes, on ne pouvait pas toujours les séparer des enfants, il fallait qu'elles assument l'éducation, l'entretien des enfants. Mais ce n'est plus de mise aujourd'hui. Je dirais que les tâches se sont partagées. Papa et maman, tous deux travaillent quand ils le peuvent et quand ils ont la chance d'avoir un emploi. Et tous deux, ils ont le même projet, éduquer leurs enfants, les accompagner pour qu'ils soient des hommes et des femmes responsables demain et que ces enfants puissent aussi transmettre les mêmes choses à leurs enfants. Oui, le débat était très riche. C'est une occasion, la Journée internationale de la femme, de saisir, de profiter de cette journée qui sera dimanche, de réunir les femmes, de réunir les familles et d'échanger, de partager, mais surtout de faire prendre conscience de notre rôle de femme au sein de la société, surtout dans notre société guadeloupéenne et au sein de la famille. Alors effectivement, le thème c'était la femme antillaise potomitan, mais moi je dirais aussi la femme antillaise au cœur de la famille guadeloupéenne. Donc pour nous, on se dit aujourd'hui que les femmes ont fait l'histoire, les femmes se sont battues. On a des femmes en Guadeloupe qui ont travaillé, qui se sont battues pour des droits tels que la retraite avec Gertie Archimède. Donc aujourd'hui, on se doit de prendre exemple et de continuer et de préserver ces valeurs d'effort, ces valeurs que les femmes ont défendues à une certaine époque et qu'aujourd'hui, il faut vraiment mettre en avant pour créer le lien, pour permettre, si aujourd'hui nous faisons cette première édition avec le CECAS, c'est pour permettre aux familles de se rencontrer, de discuter, d'échanger sur les différentes thématiques de la société. On a voulu effectivement montrer des exemples de femmes qui se sont battues. Par exemple, Dany Bébel Gisler à une certaine époque a bien défendu, je crois, l'illettrisme, a bien soutenu des familles guadeloupéennes. Les assistantes sociales à l'époque, comme Mme Jombert qui à Baïf
a vraiment soutenu les familles guadeloupéennes. Et aujourd'hui, on voit plein d'exemples avec Marcel Pierrot, notre préfète, Maryse Condé, chacun dans son rôle, chacun dans un métier, chacun dans un domaine particulier, et a fait son bonhomme de chemin et a marqué l'histoire de la femme. Oui, c'est vrai, il y avait le chemin de croix, mais comme je me dis, c'est la première édition, donc on tâchera l'année prochaine de trouver une autre thématique, mais avant justement l'année prochaine concernant le 8 mars, concernant cette journée internationale de la femme, eh bien, on va trouver d'autres thématiques pour intéresser les familles, mais surtout aller dans les quartiers et discuter, échanger. Et vous savez, ça permet aussi peut-être aux familles de prendre conscience, d'avoir confiance, mais surtout de peut-être de mieux vivre ensemble entre voisinage et avec ses enfants ou avec son mari et au sein de la famille, trouver une certaine stabilité, un certain équilibre.